Bonjour à tous, bienvenue sur le cours Windows. On se retrouve dans cette séance 28 pour parler de tâches et de travaux, donc la planification de tâches de manière générale. On va regarder un petit peu tout ça. On va déjà voir via l'outil graphique, enfin on regardera en tout cas l'outil graphique et voir un petit peu ce qu'il propose. Et ensuite on passera bien évidemment à la ligne de commande avec PowerShell. On va aborder beaucoup de commandes, hein. Il y a pas mal de commandes sur cette vidéo, donc n'hésitez pas comme d'habitude à prendre des notes si besoin, parce on va en énumérer pas mal qui vont nous servir un petit peu tout au long de cette séance. Au niveau de notre système, on va distinguer, on va faire la différence finalement entre deux choses. Quand on va parler de traitement qu'on va pouvoir lancer notamment en arrière-plan, c'est-à-dire que ça ne va pas venir bloquer le fonctionnement de votre système, hein. Vous allez pouvoir continuer de l'utiliser tout en ayant des tâches en fond qui tout simplement sont en cours d'exécution, comme c'est d'ailleurs le cas. On a déjà des tâches là qui sont en train de se faire, des traitements, des vérifications, l'antivirus par exemple, qui également peut faire de l'analyse en parallèle, sans pour autant va vous bloquer tout simplement l'accès à votre système. On va différencier, comme je vous disais, deux choses. On va différencier d'abord les travaux, donc qu'on va appeler les jobs, qui vont être finalement sur du court terme, donc pour la session notamment PowerShell qu'on va exécuter. Donc on aura notre terminal et on pourra exécuter un ensemble de travaux, un travail, voilà, ou un ensemble de travaux sur le système. Donc c'est tout simplement à faire sur la session, c'est sur du court terme, d'accord. On est sur quelque chose d'assez court au niveau de laps de temps. Et ensuite, on va retrouver en revanche des tâches qu'on va pouvoir planifier. Donc là, on va véritablement avoir des tâches persistantes, pardon, que nous allons enregistrer au niveau du système. Donc ce sera enregistré dans le planificateur de tâches. Et là, ce qui est intéressant, c'est que vous pourrez avoir des traitements sur le long terme et surtout de planifier des traitements. Donc par exemple, de dire tous les jours, à telle date, telle heure, eh bien, je peux lancer telle opération, un script, je peux lancer un programme, une application, peu importe. Et on peut comme ça réaliser un ensemble d'opérations. Pareil en arrière-plan, mais on peut surtout bien les programmer par avance. Donc on va regarder ces deux choses-là, nous, au niveau de Windows, et de voir un petit peu comment que ça se passe. En premier lieu, au niveau des jobs, on va exécuter ça directement. On va voir un petit peu comment que ça se passe au niveau du terminal. Alors je vais faire bien sûr avec des exemples très simples, mais ça sera à vous de voir par la suite. Donc on va voir ici notre section PowerShell, hein, bien évidemment, donc au niveau du terminal. Et on va pouvoir comme ça gérer un petit peu l'ensemble des travaux au niveau du système. Alors je vais agrandir un peu la police pour vous, ce sera plus lisible, voilà. Et on va découvrir notre première commande qui est getJob tout simplement, et qui va nous retourner, nous lister en fait bien l'ensemble des travaux qui sont tout simplement enregistrés. Donc là vous voyez qu'il n'y en a pas, la commande ne m'a absolument rien retourné, et on va pouvoir comme ça bien voir la différence après avec ce que nous aurons quand on va paramétrer finalement différentes tâches. Donc ça tombe bien, on va créer un premier job, on va voir un peu comment que ça se passe, on va faire quelque chose pour le coup qui va pas être très long finalement à l'exécution, mais s'il faut on simulera un traitement un peu plus long, histoire qu'on ait le temps de voir un petit peu ce qui arrive par la suite. On va pour cela utiliser la commande start job cette fois-ci, et là on va spécifier un ensemble de codes. Alors on pourrait passer par un script, si plus tard par exemple vous voulez écrire un script PowerShell, vous pourrez passer par ici, et ensuite bien avoir le chemin vers votre script, d'accord. Donc extension PS1, et vous aurez comme ça votre script PowerShell dans lequel il y aura en fait des commandes que vous aurez écrites, et vous pourrez bien sûr faire exécuter ça comme un travail directement au niveau du système. Nous ici, on va passer par un ensemble de blocs, donc un bloc d'instructions si on veut au niveau du script, et on va donc utiliser, c'est l'usage qu'on va avoir le plus courant, un script block comme argument. Et ici, on délimite bien sûr notre bloc d'instructions par des accolades. On verra de toute façon quand on fera un peu de programmation, de script, un petit peu comment ça s'agence. Donc là, on fait ça dans le terminal, mais par la suite, on pourra faire des choses directement au niveau d'un fichier. Et là, on va démarrer un simple processus. On va faire par exemple start process. Donc on revient sur des commandes précédentes. Et je vais lancer par exemple la calculatrice. Donc le programme calc.exe qui est reconnu tel quel. Donc la commande ici fonctionnera puisque si je tapais ça directement dans le terminal, c'est enregistré au niveau des variables d'environnement et donc c'est reconnu. C'est trouvé en fait dans système 32. Donc le programme est parfaitement reconnaissable au niveau du terminal. C'est pour ça qu'on peut lancer le processus tel quel directement. Donc là, je vais juste faire ceci, d'accord. Vous voyez, je fais juste un lancement comme ça de travail. On va l'exécuter et bien sûr, on va voir l'opération qui va se produire. Donc là, vous voyez que ça a bien lancé la calculatrice, on a le programme qui est ici, et on a différentes informations qui sont affichées. Le job en lui-même est enregistré. Alors là, vous avez vu, il n'a pas fait grand-chose. Il a juste lancé le programme, donc la tâche quelque part est déjà terminée. On n'a pas grand-chose comme information, mais ce qui est pratique, c'est que vous voyez déjà qu'on peut avoir un identifiant avec un nom qui donc permet de faire l'identification. Donc si je voulais, j'aurais pu choisir un autre nom, par exemple ici, voilà, ma tâche, quelque chose comme ça.
calque pour pouvoir changer le nom, et c'est comme ça plus pratique après si vous voulez faire des traitements sur ce travail en particulier. Sinon, bah, vous le faites, mais ça on va le voir de toute façon de plus en plus, on l'avait déjà vu un petit peu sur d'autres séances, mais vous passez ça dans une variable, tout simplement. Et ensuite, bah, la fameuse ligne start job ici, vous la mettez dans une variable. Donc tout ce traitement-là, parce qu'on verra que les variables peuvent accueillir un petit peu pas mal de choses, on le met là-dedans. L'avantage, encore une fois, bah, en programmation, c'est qu'après, bah, avec cette variable-là, vous avez le job en question, et on peut bah, facilement après, par exemple, stopper, on peut vérifier ces informations, donc ça peut être utile, pour qu'on ait en fait finalement bah, un moyen d'avoir accès à ce dernier. Sinon, on n'a pas grand-chose. Donc d'ailleurs, on va faire ça, je vais relancer un, c'est pas grave, on va le faire tel quel, voilà. Donc le programme s'est lancé, et donc vous voyez déjà qu'ici il n'a pas affiché dans le terminal, évidemment, parce que je l'ai récupéré dans une variable. Et ici, si je fais get job, vous voyez qu'ils sont bien disponibles. Donc on a différents jobs, on a bien sûr un identifiant pour bah, les identifier, ça va de soi, et éventuellement bah, la commande qui a été exécutée pour ces derniers. À partir de là, on pourra avoir pas mal d'informations. Là, le problème, c'est qu'en termes de job, là, on n'a pas une information plus que ça, et le traitement a été assez court. Donc on va déjà les supprimer, comme ça nous permettra de voir la commande de suppression pour nettoyer un petit peu ce qu'il y a là. Et ensuite, on va recréer un petit peu plus long, on va simuler un traitement un peu plus long pour voir un peu ce que ça nous donne. Donc la commande, bah, pour finalement terminer tout ça, c'est remove job. Et ensuite, bah, soit vous avez mis ça dans une variable. Donc là, bah, si je fais ça et que je refais un get job, vous voyez que ça a bien viré ce dernier. Et sinon, alors là, on voit que j'ai un identifiant 1. Donc je peux faire comme ceci, soit passer par le nom, soit passer par l'identifiant, peu importe. Donc par exemple, moi je vais faire ça comme ça. Et là, automatiquement, si je demande à revoir la liste des travaux qu'il y a au niveau de la session PowerShell, on voit qu'il n'y en a plus. Donc on parle bien de session, d'accord? C'est quelque chose qui va être actif ici. Donc une fois la session terminée, il n'y a plus ces histoires de travaux. Les jobs font bien la distinction. Là, on verra juste après avec les tâches. Même si la session est fermée, bien évidemment, les tâches sont persistantes. Elles sont enregistrées au niveau du système, donc elles pourront déclencher des traitements ultérieurs. Voilà pour ces possibilités. On a donc vu finalement deux commandes, trois même, celle pour lister bah, les différents travaux, celle pour en démarrer, celle pour finalement supprimer un travail qui est en cours. Si on a un travail bien sûr qui est en cours d'exécution, vous pouvez aussi, là on n'aura pas un exemple comme ça ici, utiliser la commande stop job, et pareil, bah, suivant ce que vous avez, si par exemple le traitement est un petit peu long, bah, vous pouvez bien sûr l'interrompre directement. Donc comme ça vous avez cette commande aussi, je vous la montre rapidement, et ça fait le travail aussi. On va simuler quelque chose d'un peu plus long finalement, et surtout bah, pour pouvoir avoir des informations à récupérer, ça va être quand même plus pratique. Donc ce qu'on va faire, je vais faire fake job comme ceci, ou juste fake, on va appeler ça comme ça dans une variable. Donc start job. On va passer par un bloc de script, et ici on va avoir un traitement un peu plus long, d'accord? On va bah, déjà afficher un premier message, donc par exemple le démarrage, le début du travail, on va faire ça comme ça, voilà. Ensuite, on va noter un start sleep, donc ça c'est l'équivalent de sleep hein, sur GNU Linux macOS. Donc ici par exemple, on va faire un traitement plus long, genre de 25 secondes, voilà, pour simuler une interruption pendant 25 secondes, ou quoique même 15, ça ira bien. 15 ici. Et ensuite, pourquoi pas, un dernier message, fin du travail, comme ceci. Voilà, donc on a comme ça en son instruction. Encore une fois, c'était dans un fichier, ce serait plus lisible. On pourrait faire quelque chose d'un peu plus propre, donc ça c'est à vous de voir aussi. Sinon on peut passer à la ligne et on peut faire des choses comme ça, on va dire un petit peu plus correctes. Donc là je vais exécuter ça. Et maintenant, si je fais get job, bon, déjà on voit qu'on a la tâche effectivement, comme vous voyez, qui est en route. Et ensuite ce qu'on peut faire maintenant, c'est qu'on peut dire on va attendre que le traitement en question se termine, soit dans un état de fin. Donc là, bon, alors le truc, c'est que visiblement, il s'est déjà arrêté, il a déjà été éventuellement. S'il faut que je mette un peu plus long. Parce que là, on a 7. Parce que moi, j'aimerais bien qu'il mette un peu plus long ici. 25 et write. On va mettre des points-virgules. Comme j'ai plusieurs instructions, ça va être plus pratique comme ça. Voilà, c'est mieux. Et là, fake. Et vous voyez que le prompt donc attend. Il attend en fait l'exécution de la tâche. Donc là, ça va prendre 25 secondes, ça va prendre un petit peu de temps. Et on a comme ça l'ensemble des instructions qui vont se réaliser. Donc tant que la tâche est ici. Alors ça va servir si dans un script, dans un programme, peu importe, vous avez besoin qu'un traitement se termine avant de passer à un autre. C'est sûr que là, dans mon exemple, on se dit, bon, c'est bien, on attend pour rien en fait, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais c'est pour vous voyez cette commande, parce que vous aurez peut-être des cas où vous aurez effectivement
un usage bien particulier pour ça. Vous aurez un traitement en premier à faire et ensuite attendre que ce premier traitement soit dans un état de fin, donc terminé, pour pouvoir en fait passer à un suivant. Alors quand on parle d'état de fin, c'est pas d'ailleurs forcément juste le traitement terminé quand il n'y a pas eu de problème. C'est même quand il est interrompu ou par exemple quand il y a un arrêt, d'accord, quand il y a un échec aussi, parce que s'il y a un échec au niveau du travail, ça coupe évidemment le job aussi. Donc toutes ces possibilités font qu'il va se mettre dans un état dit de fin, d'accord, c'est tel que c'est employé ici au niveau de PowerShell, et donc la tâche sera terminée. Voilà, donc on a comme ça possibilité de faire attendre. Et ce qui est très important, enfin très intéressant en tout cas ici, c'est de voir un petit peu les informations qu'on peut récupérer. Donc en faisant la commande receive job, cette fois-ci, on peut récupérer éventuellement des informations en fonction de ce que nous avons. Alors là, nom commandlet, ah oui j'ai noté n'importe comment. Ah oui j'ai tout collé, attendez. Alors déjà en même temps si je note des bêtises, on va avoir des soucis au niveau de la tâche. Alors on va rajouter le petit tiret ici, on va relancer, on va faire un receive job fake. Et là, vous voyez que il nous indique le début du travail. Ok. On va attendre ce dernier à nouveau, donc à nouveau 25 secondes. On va réattendre, c'est pas grave. Et quand ce sera terminé, on va récupérer la main sur le terminal. On va redemander à afficher les informations. Et a priori, vous avez compris un peu ce qui va se passer. Et on va avoir bien sûr le message fin du travail qui sera indiqué aussi dans l'ensemble un petit peu des informations. Donc ça, c'est pour du log ou autre. Vous avez besoin d'afficher des informations. Voilà, on a tout ce qu'il nous faut. Donc là, vous voyez, c'est bien affiché, fin du travail, donc on peut récupérer comme ça les informations que l'on veut. Donc encore une fois, tout l'intérêt de passer par des variables, sinon encore une fois, vous nommez en fait le travail en question pour avoir un nom un peu mieux que celui qui est généré automatiquement. Comme ça, vous pourrez travailler directement avec tout ça. Donc là, maintenant que tout est terminé, je fais un get job, on voit qu'il y a, vous voyez, il y a pas mal de tâches qui ont été lancées ici. Et après, bien sûr, on peut pouvoir virer un petit peu tout ce qu'il y a. Donc là, on va faire job 5, job 7, job 9 et 11. Et si je refais un get job cette fois-ci, il devrait plus en avoir dans la liste. Voilà, comme ça c'est fait et on a un petit peu l'ensemble qui est en tout cas montré. Donc je vous ai présenté quelques commandes comme ça pour ces tâches finalement sur le court terme. Je rappelle, vous avez de quoi lister les différents travaux qui sont en cours d'exécution ou en tout cas qui sont enregistrés ici au niveau du système. Vous avez ensuite de quoi démarrer un travail, de quoi le stopper, vous avez de quoi le supprimer aussi. Vous pouvez attendre également l'état de fin d'un travail et après bien sûr gérer un petit peu tout ça, notamment les informations, récupérer les informations que pourrait avoir affiché le traitement par la suite. Donc ça dépend de ce que vous inscrivez bien sûr dans le traitement qui est en exécution. On l'a vu notamment avec les commandes de write host qu'on avait vu de toute façon dans des séances précédentes pour pouvoir avoir des informations à afficher ici. Ça, c'était la première partie. Ce que je voulais vous montrer, finalement, c'était le plus court. C'est, encore une fois, traitement sur la session active. On fait ici dans une session PowerShell pour des traitements courts. Ça peut être, par exemple, lancer une petite sauvegarde, quelque chose que vous avez besoin de faire comme ça. Et on ne planifie pas forcément, en fait, le traitement ici. Donc, avant de parler de la planification de tâches en console, on va voir un peu où est-ce que c'est finalement répertorié au niveau graphique, parce que vous avez un outil pour ça. Donc, le planificateur de tâches, voilà. On va le lancer ici en mode graphique pour que vous voyez ce que c'est. Puisque la plupart du temps, les gens vont se contenter de ça, les administrateurs système, quand ils veulent planifier des tâches, à moins de passer bien sûr par un programme et d'écrire des scripts, mais sinon, si ça va être fait graphiquement, ils vont passer par cet outil-là, et ça ira bien. Donc généralement, on a des tâches qui sont déjà prédéfinies, donc vous en aurez plus ou moins, mais tout dépend du nombre d'applications que vous avez. Vous pouvez avoir des navigateurs qui ont des tâches à eux, des applications qui ont des tâches à elles aussi, et on peut avoir comme ça différentes planifications de choses qui sont définis ici. Donc là, on voit par exemple que moi, dans ce système virtualisé, j'ai Microsoft Edge, donc le navigateur, qui a des tâches par exemple de mise à jour. Donc en gros, il va vérifier par exemple est-ce qu'il existe une mise à jour du navigateur pour voir si il peut être mis à jour, justement. Donc ça permet de le maintenir opérationnel. Et on a comme ça différentes tâches. Vous voyez qu'on a plein d'éléments, donc notamment le statut, si c'est évidemment actif, que c'est prêt à fonctionner. On a ce qu'on appelle un déclencheur, donc ça on va voir un petit peu comment le paramétrer, nous surtout après en ligne de commande. Et après, évidemment, on peut spécifier bien une date, une heure même d'exécution. Et ici, ce qui est pratique, c'est qu'on peut avoir carrément l'état, de savoir si l'opération a réussi ou pas. Donc on peut retrouver comme ça quelques informations diverses, pourquoi pas. Donc là, par exemple, je vois Xbox, apparemment il y a quelque chose aussi, voilà. Donc il y a aussi une tâche planifiée. Donc là, encore une fois, on est sur des choses persistantes, d'accord. C'est enregistré sur le système, ça va être enregistré dans ce planificateur. Donc on n'est pas lié à une session directement PowerShell. C'est même si la session PowerShell est fermée, on a des tâches bien sûr qui vont pouvoir s'exécuter. C'est toute la différence de tout à l'heure, ce qu'on a fait avec les jobs directement dans le terminal. Donc vous avez l'outil là. Évidemment, je ne suis pas là pour faire un cours pour savoir où cliquer sur des boutons. C'est très simple. Si vous voulez créer de nouvelles tâches, vous avez tout qui est disponible ici. Généralement, on fait créer une tâche ici.
On lui met un nom. Alors là, bon, on va pas avoir une tâche forcément très complète. Je vais genre le mettre ici. Je vais plutôt faire... il me le met où? Voilà, créer une tâche de base. C'est ça que je cherchais surtout. Alors c'est un peu long. Attends, bon, je suis sur le système virtualisé. Quand tu veux. Voilà. Donc généralement on a un nom, une description éventuellement, le déclencheur, donc vous voyez qu'on peut en avoir plusieurs ici, notamment at logon, donc quand on démarre en fait une session, on peut spécifier ça, différentes heures, et ensuite l'action, donc démarrer un programme, on voyait bon, là on dit déconseillé évidemment, ça va de soi puisque il faut avoir des vérifications supplémentaires, mais c'est des choses qui seraient tout à fait possibles. Donc généralement c'est plus pour lancer un script ou un programme, hein, c'est quasiment toujours le scénario utilisé quand on veut planifier une tâche, que ce soit un script d'ailleurs, une application à vous, une application système. Voilà. Vous pouvez très bien écrire un petit script Python et ensuite vous connaissez la commande pour exécuter ce script. Et bien vous planifiez en fait l'exécution, le lancement de ce script à une date, à une heure en particulier. Donc ça c'est l'outil graphique, très simple à utiliser. Donc vous avez vu un petit peu, c'est assez clair. De toute façon, hein, il suffit de lire pour savoir un petit peu où retrouver les informations. Nous, ce qui va nous intéresser, bien sûr, c'est l'équivalent finalement au niveau du terminal. Pareil, soit parce qu'on veut administrer ça directement en console, soit parce que par la suite on veut carrément passer par des scripts, et forcément, qui dit script dit possibilité de pouvoir avoir des commandes PowerShell pour planifier ces tâches, ce que l'outil graphique ne permettrait tout simplement pas de faire. Ici, on va retrouver pas mal de commandes aussi. Pareil, pour gérer un petit peu toutes les différentes tâches qu'on a, on va avoir trois éléments. On va avoir deux éléments en particulier. On va avoir l'action, qu'on va vouloir bien sûr exécuter, et comme je vous disais tout à l'heure, le déclencheur, ce qui va permettre de n'indiquer, voilà, on déclenche à tel moment, telle heure, et bien une tâche en particulier. Donc ce sont des différentes choses comme ça qu'on va vouloir prendre en compte. Déjà, on va faire un get scheduled task. Et ici, on va retrouver comme ça, alors s'il y en a bien sûr, la liste des tâches. Donc là, vous voyez qu'il y a plein de tâches liées au système, c'est pour ça que ce n'est pas forcément des plus pratiques. On indique comme ça différentes informations, notamment le task name. Donc ça, c'est le paramètre qui peut être intéressant pour avoir le nom de celle-ci, bien sûr, l'état de la tâche en question. Donc ça, c'est la commande à connaître. On peut bien sûr vérifier une tâche en particulier. Donc je crois que normalement, il y avait une tâche genre backup sur le système, quelque chose comme ça. Voilà. Est-ce qu'il y en a ici? Oui, il y en a, voilà, pour Microsoft. Donc on a comme ça différentes tâches qui sont disponibles. Donc ça, ce sont des options finalement que vous avez. Comment on va construire, comment on va planifier finalement une tâche? Ça va être très simple. On va d'abord définir, et là pareil, on va passer par des variables parce que ça va être beaucoup plus pratique, sinon vous allez avoir une commande qui va être extrêmement longue, et moi en plus là pour la vidéo, ça va pas être forcément très lisible pour vous. Donc ce qu'on va faire déjà, on va préparer le déclencheur. Le déclencheur, on va pour cela utiliser une commande aussi, donc ça va être toujours des new scheduled, comme ceci, et ensuite task suivi des fois de quelque chose, donc là la commande c'est trigger. On va donc indiquer quel est le déclencheur pour une tâche planifiée. Et à partir de là, on a plusieurs possibilités. Soit on veut exécuter qu'une seule fois, éventuellement par exemple, ou alors on a daily ou d'autres paramètres pour choisir tous les jours ou autre. Donc on peut comme ça planifier un petit peu comme on veut. Donc nous on va juste dire une seule fois, voilà, une unique fois once, et on va enregistrer comme ça une tâche planifiée telle qu'elle. Ensuite, l'argument at, et là on peut choisir une date. Alors soit vous passez par la commande getDate, donc ça on verra. Donc moi par exemple je peux faire quelque chose comme, donc là je vois que il m'a mis les heures. On va mettre genre 16 heures, enfin peut-être faire un peu beaucoup. Genre 15h56, comme ça. Voilà. Et ensuite, une action. Donc new scheduled task action. Et l'action, principalement, ça va être pareil, exécuter un programme. Donc ça va être le cas le plus classique, donc execute, je vais y arriver. Et on va lancer calc.exe, on va refaire comme tout à l'heure. Voilà. Comme ça, nous avons une variable pour le déclencheur, une variable pour l'action. Maintenant, nous n'avons plus qu'à enregistrer l'action qu'on va vouloir tout simplement exécuter. Donc scheduled task, donc là c'est registered scheduled task, et ensuite on indique tous les arguments. Donc trigger, donc vous voyez là ça évite d'écrire tout ici, j'ai juste à passer la variable, c'est pour ça que je dis sinon ça fait une commande très longue. L'argument pour l'action, voilà, et après vous pouvez mettre d'autres choses comme le nom, task name, et je vais mettre test calc, comme ceci, et j'enregistre.
Et voilà, nous avons une tâche. On va aller sur le planificateur pour regarder. On va avoir quelques minutes avant qu'elle s'exécute. Je vais laisser voilà, un petit peu d'avance le temps que ça se fasse. Donc soyez pas surpris si à un moment donné vous voyez une calculette qui s'ouvre toute seule. C'est normal. Ce sera directement ici. Donc logiquement, on devrait la voir voilà, ici. Donc la tâche est bien disponible. Test calque. Et on verra comme ça la tâche qui va être exécutée. Donc l'action, démarrer un programme, calque.exe, déclencheur. Donc on a comme ça tout qui est mis en place. Voilà, on va laisser faire. On a encore un petit peu de temps et comme ça la tâche va pouvoir se déclencher ici. Alors on pourrait bien sûr faire d'autres choses. Si vous voulez déclencher un programme, donc par exemple un script PowerShell, alors je vous écris ça rapidement, vous reprenez un petit peu ce que j'ai fait ici là. Donc New Scheduled Task Action, ici le Execute. Ah bah c'est ouvert, vous voyez, calculatrice, hop, effectivement, 15h56 vient de s'ouvrir. Bon, ok. Donc là on fait Execute, ensuite vous mettez PowerShell, puisque finalement c'est un peu ce qu'on va utiliser, PowerShell.exe, et après vous passez en argument ce que vous voulez. Et là ça peut être soit un lien vers un script, par exemple, vous avez fait votre script PowerShell, soit en fait directement les commandes. Donc par exemple vous avez je sais pas moi une commande et on va récupérer la date, on peut taper la commande là. Donc ça va lancer une fenêtre PowerShell, donc une session PowerShell, et ça va exécuter la commande getDate. Donc on pourrait faire ce genre de choses. Voilà, donc n'hésitez pas si vous voulez avoir un petit peu d'autres détails. Moi je vous montre bien sûr les scénarios les plus classiques, ceux qui reviennent le plus souvent, mais on peut éventuellement voir d'autres choses. Mais principalement c'est ça, c'est soit on a un script, soit on a une application à lancer. Donc c'est l'usage qu'on va voir le plus, que ce soit au démarrage de l'ordinateur, soit comme je vous l'ai dit, lors un cas unique, ou alors on répète tous les jours à une certaine heure le traitement en question. Donc comme ça on a plusieurs possibilités. Get scheduled task. Voilà, je vais revenir ici. Alors là, il va me le mettre évidemment pas là. Où est-ce qu'il me l'a mis? Peut-être tout au début. C'est possible qu'il l'ait mis ou pas là. C'est pas toujours pratique à retrouver. Voilà, il est ici. Parce qu'il a vraiment pas de... Comme j'ai pas mis de répertoire de travail, il n'avait pas mis de chemin. Donc on voit comme ça qu'elle attache ici. Alors là, même si vous voyez que la tâche s'est produite, très important, comme je vous l'ai dit, ce sont des données persistantes. Donc on a bien enregistré ça sur le système. Donc la tâche planifiée existe toujours. Même si elle devait se faire qu'une unique fois, elle existe toujours ici. L'intérêt quelque part, c'est de pouvoir se dire, mince, finalement, je vais pouvoir la relancer. Donc on peut la reprogrammer pour un traitement ultérieur, puisqu'on a d'autres possibilités. Notamment avec Schedule Time. Alors c'est 7 cette fois-ci. Comme ceci. Vous pouvez par exemple vous dire task name, donc finalement c'était test calque. Et puis là, vous rechangez d'autres paramètres. Dire maintenant le déclencheur, je le mets autrement. Donc soit je le mets, je reprends le déclencheur, moi j'avais dans ma variable, puisque c'est toujours mon même terminal. Soit j'en fais un autre. Voilà, je remets un at, quelque chose, une autre heure, un autre jour, peu importe. Et vous pouvez comme ça modifier la tâche planifiée qui existe déjà. Donc avec la commande ici, d'accord, set scheduled task. Vous avez comme ça cette possibilité là. Bien sûr, on peut démarrer et stopper aussi, voilà, si on veut avoir différents éléments. Donc ça, pareil, je ne vais pas forcément les montrer en exemple parce qu'on a vu un petit peu ce qu'on a. Mais en gros, vous avez une tâche et vous voulez la lancer maintenant. Vous ne voulez pas attendre forcément l'heure que vous avez programmée. Et bien, vous avez des commandes. Start scheduled. Alors attention, je ne me gourre pas dans les noms. Voilà, c'est bien comme ça, un scheduled task. Et l'inverse, si vous voulez stopper un traitement, parce qu'il peut y avoir des traitements un peu longs, vous avez la commande stop. Comme ça, vous pouvez faire l'un ou l'autre. Comme ça, vous avez les différentes commandes. Donc là, on en a vu plein des commandes. On a vu comment lister les tâches planifiées. On a vu bien sûr comment créer un nouveau déclencheur, comment créer une nouvelle action, comment enregistrer une nouvelle tâche planifiée, comment démarrer ou stopper une tâche qui est enregistrée. Et il ne manque plus qu'une dernière commande finalement, c'est supprimer une tâche qui a pu être enregistrée. Donc moi, par exemple, je ne vais pas la garder sur le système là. Donc je vais faire un unregister scheduled task. Et bien sûr, on va utiliser le nom qu'on lui avait donné. Voilà. Et cette fois-ci, alors oui, vérification, oui, je suis sûr, j'aurais pu éviter la confirmation. Et là, si je retourne dans mon planificateur de tâches, bien sûr, maintenant, elle n'y est plus. On n'a plus le traitement en question qui est enregistré. Donc là, voilà, vous voyez qu'il n'est plus présent. Donc pensez, faites attention si vous faites des tests. Bon, après, si vous êtes sur un système virtualisé pour vous entraîner, il n'y a pas de souci. Mais si vous êtes sur votre système hôte, laissez pas les petites tâches comme ça en route, sinon vous allez avoir des programmes qui vont se lancer tout seuls. Vous allez vous demander d'où ça vient. Donc n'oubliez pas de les enlever après, de faire un petit nettoyage si vous aviez fait quelques tests ici. En tout cas, voilà, ça conclut un petit peu ce que je voulais vous montrer. J'ai essayé de ne pas faire trop long, parce que c'est souvent compliqué de faire quelque chose de condensé avec tout ça.
et je suis assez content qu'on ait fait le tour sans passer non plus des dizaines de minutes là-dessus. De toute façon, c'est comme toujours, hein, comme à chaque fois, il faut avoir l'utilité de ce genre d'outils, de planifier des tâches, etc., de sauvegarde, de restauration, peu importe, de conversion, voilà, si vous avez des fichiers à convertir, des traitements à faire. Donc il faut en avoir l'utilité. Et après, il faut tester un petit peu tout ça pour voir comment ça marche. Après, bon, généralement, de toute façon, les gens qui veulent faire ce genre d'opération se renseignent un minimum pour savoir comment faire et on a déjà l'utilité. Sinon, bon, si ça ne nous intéresse pas, généralement, on se penche pas trop, pardon, sur cette idée-là. En tout cas, vous avez vu l'outil graphique, vous avez vu comment que ça se passait au niveau de PowerShell. Je vous avais dit qu'on allait voir beaucoup de commandes, donc il y en a eu plein, effectivement, au niveau de cette séance. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, de toute façon, je vous renvoie sur le GitHub, vous avez dans le dépôt, donc formation vidéo, vous avez un dossier ressources, ensuite Windows, et ensuite vous avez un fichier commande shell. Et à chaque fois, je liste à chaque fois, je rajoute au fur et à mesure en fait toutes les commandes qu'on a vues dans toutes les séances du cours. Donc au moins là, vous avez sur ce tableau, vous avez la liste des commandes qu'on a vues sur l'ensemble du cours. Donc évidemment, il se complète au fur et à mesure, et ça vous permet comme ça de voir que au fur et à mesure des séances, on voit beaucoup de plus en plus de commandes, et qu'à l'arrivée, quand vous en serez arrivé à la conclusion de ce cours, vous aurez une belle liste finalement de commandes que vous aurez vues et que vous aurez après utilisées. Donc ça montre un petit peu justement la richesse et toutes les possibilités offertes par PowerShell. Et en plus, je vous rappelle maintenant, PowerShell est multiplateforme. Donc même si vous êtes sur un autre système que Windows, vous pouvez utiliser PowerShell. Donc vraiment, si c'est un langage qui vous plaît bien et que l'outil et ses fonctionnalités vous intéressent, n'hésitez pas également à la tester un petit peu sur d'autres systèmes. C'est toujours bon à prendre en tout cas. S'il y a des questions, n'hésitez pas dans les commentaires et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Ciao!